des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre de Florent Paillasson, owner et coach de la boxe CrossFit Genas, mais surtout coach de l'équipe du même nom, celle-là même qui vient de décrocher une superbe 3e place pour leur première participation aux Games tous ensemble. Il nous partage aujourd'hui le parcours de cette équipe, depuis les qualifs jusqu'à Madison, avec plein d'anecdotes super sympas, mais aussi sur sa vision de l'entraînement et son approche de la stratégie. Salut Florent, écoute, je suis ravie de te recevoir sur cet épisode. Comme on se disait juste avant en off, j'aurais fait le tour de l'équipe parce que j'avais eu déjà Carole, j'ai eu Lucas également. Maintenant j'ai le coach, donc c'est cool, ça me permet d'avoir un peu une autre vision des choses. Et puis effectivement, vu l'actualité que vous venez d'avoir, je pense qu'on va avoir plein de trucs passionnants à se dire. Et je te propose du coup de commencer cet épisode en te donnant la parole. Est-ce que tu veux bien de te présenter en quelques mots et revenir un peu du coup sur ton parcours jusqu'à maintenant? Salut Cyrielle, merci déjà pour l'invite. Du coup, pour me présenter, alors je suis Florent Paillasson, j'ai bientôt 36 ans. J'ai commencé le CrossFit moi en 2012. Après, j'ai été athlète au début. Pour les compétitions, j'ai fait donc les régionales en 2014 en individuel, les régionales en 2016 en équipe. Et après, j'ai basculé vraiment en tant que coach, avec les régionales en 2018 pour l'équipe de CrossFit Lyon et Kako en individuel. Ensuite, les Games pour Kako en 2019 et puis maintenant les Games pour la team Genas en 2021. Voilà un peu pour mon parcours, on va dire en CrossFit. Après, en dehors de ça, j'étais militaire avant, pendant 5 ans. Et avant ça, je faisais pas mal de sports, notamment beaucoup de foot, beaucoup de course à pied. Voilà un peu pour le parcours sportif. Voilà pour ton pédigré. Exactement. Et tu as une prog également. Exactement. Alors, ouais, j'ai une prog Fit Process que j'ai créée en 2019. Voilà, ça fait 2 ans. En gros, je l'ai créé juste après les Games de 2019. En gros, tout ce que j'ai mis en place avec Kako, je me suis dit pourquoi pas le proposer à plus de personnes. Et du coup, Lucas, que je coachais déjà à CrossFit Lyon, Julie, Max, tous ceux de la team ont rejoint la prog, qu'en gros, ils suivaient déjà un peu avant, mais à l'intérieur d'une box, quoi. Là, c'était un peu plus grand. Donc, Fit Process, ça concerne les programmations des box et aussi les compétiteurs. Voilà pour résumer. Et j'ai aussi créé CrossFit Genas du coup en janvier 2021 avec Kako. Ok, c'est bien parce que du coup vous démarrez sur un beaucoup de pub, sans le faire exprès, on va dire. Exactement. Ouais, à la base c'était pas prévu dans ce sens-là, mais on prend. Ouais, carrément. Puis en plus, vu la période Covid, Ouais, j'ai envie de dire carrément. que toute pub est bonne à prendre, je pense. Exactement. Ouais, plutôt cool pour vous. Et donc du coup, si on continue un petit peu sur ton profil coach, si tu devais te définir en tant que coach, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, c'est pas évident comme question, mais je dirais que je suis plutôt quelqu'un qui est à l'écoute. Après, je sais quand je travaille avec, que ça soit quelqu'un en individuel ou en team par exemple, je sais selon les objectifs de quelqu'un où j'ai envie de l'amener. Après, j'aime bien être dans l'écoute, même si je sais où je veux l'amener, même si au début il est un peu réfractaire, j'essaye de l'amener petit à petit à la manière dont j'ai envie, mais lui il a l'impression que c'est comme lui il a envie aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je décrirais ma façon de coacher. T'es un petit manipulateur en fait. C'est un peu ça, voilà. Mais dans le bon sens du terme. Enfin, en tout cas, Ouais. j'espère, c'est pour des bonnes choses en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de coachs que j'ai pu avoir sur le podcast aussi qui le disent souvent que c'est aussi quand tu travailles avec des filles que tu développes ça en fait. Ouais, c'est vrai que les filles, c'est un peu plus, c'est différent à coacher et avec, là, avec Kako, Julie, puis il y a beaucoup d'autres filles qui sont à la boxe qui qui ont envie en tout cas de faire de la compétition. Donc c'est vrai que forcément, tu développes un peu ça aussi avec les filles, ouais, t'as raison. Bon,
Bon, t'imagines bien, hein, vu ce qui se passe en ce moment, je vais beaucoup te parler des games. Ouais, C'est hyper cool parce que c'est vrai qu'on est tous souvent un peu admiratifs des athlètes qui participent aux games, et à raison, hein, je pense. ouais. Mais on se tourne pas souvent vers les coachs qui les préparent et qui les accompagnent un peu sur tout ce parcours pour arriver au jour J. Donc, je suis assez contente d'avoir aussi, tu vois, une autre vision des choses. Et pour commencer, je vais déjà te demander en gros un peu comment est-ce qu'il est né ce projet de team Genas, et est-ce que dès le début, quand vous avez fondé la team, vous vous êtes dit, bon, le but ultime, hein, peut-être, c'est d'arriver aux Games. Bah, en fait, enfin, ça s'est vraiment enchaîné assez rapidement parce qu'on a créé la boxe. Nous, avec Kako, on a commencé les travaux de la boxe au mois de décembre, début décembre 2020. Donc, c'est tout neuf. Donc, enfin, on n'avait pas du tout ça en tête à la base. C'était vraiment créer notre boxe à notre image. Enfin, voilà, c'est rien à voir avec la compétition. Et puis, ça s'est fait en fait assez rapidement parce que du coup, vu qu'on savait que Lucas, Julie allaient venir à la boxe. Et du coup, après, ça faisait déjà une bonne base de l'équipe avec Kako. Donc, il nous restait en gros plus qu'un homme à trouver pour faire l'équipe. Et puis, ça s'est fait petit à petit, en fait. Donc, dès qu'ils ont annoncé l'affiliate cup, en vrai, c'était le gros changement. C'est vraiment ça qui a donné le timing à la team où on est parti après là-dessus. Parce que avant ça, l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait plus d'affiliate cup. C'était des teams un peu créés sur le tas. Il y en a un qui habitait aux États-Unis, l'autre en France, l'autre en Australie. C'était des super teams, donc c'était pas évident de s'en sortir là-dedans. Et puis quand ils ont annoncé l'affiliate cup, donc ça veut dire que les 4 athlètes doivent être dans une même box. Bah c'est là où moi tout de suite j'ai dit bon bah il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai commencé à en parler un peu à Lucas et Julie. Pour la petite histoire, en fait, il y a eu. Alors, c'était un peu compliqué parce que Lucas, à ce moment-là, il coachait dans une autre box juste à côté de où on est en fait, à CrossFit Manakara. Et en fait, à ce moment-là, eux avaient plus de honneur en fait. Plus personne n'avait l'affiliation puisque le coach qui avait l'affiliation est parti dans une autre box. Donc ils ont demandé à Lucas de prendre l'affiliation pendant un temps, le temps que le vrai honneur passe son level 1. Mais en fait, si Lucas faisait ça, bah, du coup, il pouvait plus être dans l'équipe. En fait, avec les règles qu'ont mis CrossFit. Donc, du coup, il y a eu un moment où je lui ai dit à Lucas, bah, en gros, il faut que tu choisisses maintenant parce que, en gros, si toi tu prends l'affiliation, tu pourras pas être dans la team. Donc, en fait, il y a eu quelques semaines un peu bizarres où, du coup, on se posait la question. Lui, savait pas trop ce qu'il devait faire parce qu'il voulait pas se mettre non plus en porte-à-faux avec Stobox. Donc du coup, on a demandé conseil un peu à Juliane aussi de CrossFit France qui nous a un peu aidé pour qu'on reste dans les règles. Et puis finalement, bah voilà, tout s'est bien passé. Donc Ouais, voilà, c'est une ça a histoire qui se démarré là. termine bien. Exactement, ouais, bah quand on revient au début, ouais, quand on en reparle un peu avec Lucas de cette histoire, on s'est dit il a fait le bon choix en tout cas à ce moment-là. Carrément. Tu parlais de l'affiliate cup, justement. Ouais, Effectivement, il y a eu les super teams avec les teams de mercenaires qui venaient d'un peu ouais, partout. Avant ça, c'était effectivement des équipes composées dans une même box, mais il y avait des règles. Je crois que tu devais t'entraîner au moins X fois ensemble. ouais, Il fallait même qu'il y ait des preuves, etc. Enfin, ouais, c'était des règles un peu compliquées. Mm. ouais. Ouais. Oui, puis je pense que du coup, en plus, la marge d'erreur, on va dire, on va dire ça comme ça, elle était quand même importante. Donc, des fois, les gens se qualifiaient, puis au final, on leur disait, ben non, vous êtes disqualifiés parce qu'il y a ceci Ouais. ou cela. Oui, bah après, ouais, en gros, bah pour résumer, pour être un peu plus franc, il y avait pas mal de tricheurs. Ouais. Il y avait pas mal de gens qui s'entraînaient pas du tout ensemble et qui créaient en fait des teams qui soi-disant s'entraînaient ensemble, mais que. Alors après, enfin nous on connaissait les Français parce que forcément on les connaît, donc on sait où ils s'entraînent, mais j'imagine que dans tous les pays ça devait être un peu comme ça parce que forcément c'est un peu tentant de se dire bah attends, si on se met tous les quatre ensemble, il y a peut-être moyen de faire un truc. Mais bon, après, la base de la règle, c'est justement l'affiliate cup, c'est que bah, la boxe soit représentée par des athlètes de la boxe, quoi. Et pas créer des super teams un peu cachés, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fini par créer les super teams, parce qu'ils se sont dit, Ouais, bon, au moins, c'est assumé, et puis voilà, on arrête un peu exactement. de niaiser et de faire comme si, voilà, là, au moins, on part là-dessus, on voit ce que ça donne, et puis on verra quoi. C'est ça. Mais après, en même temps, c'était un peu dommage parce que je trouve, moi, ce qui est bien dans l'affiliate cup, c'est que tu vois vraiment enfin, le travail d'une boxe. Donc, forcément, c'est d'avoir un athlète qui performe, c'est bien. En avoir deux, trois, et en avoir 20 pas forcément qui ont le niveau des games, mais qui peuvent faire une team pour aller
au niveau des quarts, des demi. Je trouve même pour la communauté d'une boxe, je trouve ça vraiment énorme. Quand je vois nous à Genasse, tout ce que ça a entraîné, les quarts, les demi, même les adhérents qui commençaient tout juste le CrossFit, ils se sont pris au jeu et je trouve ça vraiment énorme, quoi. Bah justement, est-ce que tu peux revenir un petit peu, réexpliquer peut-être déjà le processus de qualif pour les teams, Ouais. tel qu'il a été en tout cas cette année, et nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour vous justement, des Open jusqu'aux Games, quoi. Et ben, en fait, alors du coup, c'est assez simple maintenant. Le format, c'est au début, il y a les Open, donc ouvert à tout le monde. En fait, pour créer une team, il faut juste aller sur le site de CrossFit Games et créer une équipe affiliée à une box, forcément. À partir de là, tu peux mettre qui tu veux dans ton équipe. Donc, nous, en gros, on avait mis toutes les personnes inscrites de la box. Et en fait, à chaque WOD, les 2 meilleurs hommes et les 2 meilleures filles de ta box font le score de la team. Donc, ça te crée un premier classement à la fin des 3 semaines des Open. Et si tu étais dans les 10%, non, pour les teams, c'était même les 25%, tu étais qualifié pour les quarts de finale. Donc, à partir de là, tu devais créer 4 personnes, donc 2 hommes, 2 femmes, plus un homme et une femme en remplaçant. Et ce qui créait ta team. Tu faisais les quarts de finale en ligne, du coup, cette année. Une fois que tu avais fait les quarts de finale, ils prenaient en Europe les 40 premières teams. Donc, si tu étais dans les 40 après les quarts de finale, donc les quarts de finale, si je ne me trompe pas, c'était 6 WOD, il me semble. 5 WOD, pardon. Donc, 5 WOD à faire en ligne. Si tu étais dans les 40, tu étais qualifié pour les demi-finales. Et les demi-finales, il y avait deux zones en Europe, donc 20 et 20 en gros. 20 chez les German Trodon et 20 chez les Lowland Trodon. Donc, cette année, c'était encore en live, voilà, dans ta box, alors que normalement, c'était directement là-bas en Allemagne et aux Pays-Bas. Et du coup, après, sur les 20, ils en prenaient 5 de chaque pour aller au CrossFit Games. Donc voilà un peu tout le périple pour aller aux Games. Ouais, donc assez long, puis un peu spécial du coup, j'imagine aussi d'avoir toute une partie de qualif encore à distance. Ouais, c'était pas évident. Alors c'était bien et pas. Enfin, alors pour les athlètes, je pense, que c'était un peu moins bien parce que forcément d'être sur le floor avec le public, avec les autres équipes à côté, forcément, c'est un peu ce que les athlètes recherchent dans la compétition. Mais après, d'un point de vue de la boxe, je pense qu'on a passé des week-ends de fou à la boxe parce que du coup, les adhérents venaient encourager et ça mettait une ambiance de fou, quoi. Et je pense aussi c'est ça qui a permis de créer un peu cette ambiance. Enfin là, après pour les games, on avait toute la boxe qui était derrière, qui nous ont soutenus du début à la fin, même pour notre retour, ils étaient là. Enfin, c'était vraiment ouf. Mais c'est une communauté que vous aviez, enfin que vous aviez. Je dis vous aviez parce que je prends même les années précédentes au final, même dans d'autres box. Mais je me souviens quand j'ai fait l'épisode avec Carole, à un moment donné, elle le disait que sur certains Open, elle les avait refaits, je crois, peut-être à 21h ou 22h, Ouais, je sais plus, et qu'il y avait quand même des gens qui étaient venus pour l'encourager et tout, et que ça l'avait vachement aidé aussi dans tout le ouais, process de carrément. se sentir comme ça soutenu par la communauté, et que vraiment c'était un truc que, enfin, je pense, peu d'athlètes et peu de box ont, et que franchement, Ouais. ça doit être hyper appréciable, quoi. Ouais, non, carrément. Franchement, on avait une base en créant CrossFit Jonas. On a eu une bonne base de personnes qui étaient dans des box sur Lyon, aux alentours. On va dire peut-être, je sais pas, 50-60% de la box, c'était ça au démarrage. Et puis même, en fait, on s'est rendu compte que toutes les personnes qui ont commencé le CrossFit au mois de janvier quand on a ouvert, ou même février-mars pour les Open, euh, en fait, ils se sont pris au jeu et c'est limite eux maintenant qui sont le plus à fond derrière la team et à fond tout court dans le CrossFit. Donc c'est cool d'avoir pu créer ça en tout cas. Carrément. Enfin, en tout cas, on le voit hein, sur les vidéos, les photos, ça donne plutôt envie. D'ailleurs, vous avez un journaliste intégré à l'équipe, un responsable média Ouais, exactement. qui vous fait toutes les vidéos. Le responsable média, c'est Lucas qui fait tout ça. Donc tu vois, en dehors d'être bon au CrossFit, il est aussi bon pour créer des belles vidéos YouTube. Donc voilà. Il y a un petit skills montage, ouais. Ouais, ouais, carrément. Non, non, il se débrouille. Enfin, après, je sais pas si tu as vu les vidéos, tout ça, mais Oui, c'est oui, tout bien lui. sûr. Ouais, c'est tout lui qui fait ça. Donc il filme, il monte. Donc voilà. Moi, si, j'ai regardé, et puis, enfin, je suis pas la seule, hein, de toute façon, quand je vois le nombre de vues sur YouTube, je suis pas la seule, c'est sûr. Mais c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que enfin, alors moi, à titre perso, je regrette tout le temps quand je regarde les games, c'est un truc qui me saoule depuis vraiment des années. Mais moi, je suis une râleuse, hein, donc c'est normal. Euh,
quand je regarde, on voit toujours, par exemple, par équipe, ils zooment toujours sur l'équipe de Rich Froning, Ouais. et tu vois tout leur WOD presque parfois dans l'intégralité et tu as des gens, tu ne les vois jamais même 20 secondes à l'écran Mm. de toute la durée des games et bon, bah, tu vois, quand tu es un peu chauvin ou que tu as, maintenant ça va, il y a quand même un peu plus de Français, mais il y a quelques années, c'était l'histoire de un ou 2. Bah, tu as grave envie de les suivre et de voir un petit peu, ce qu'ils vont faire et en fait, tu vois que leur nom dans le leaderboard, tu arrives jamais à les voir vraiment en action. Donc je trouve que c'est cool maintenant bah, qu'avec toute la technologie, on dirait une vieille quand je dis ça, qu'avec toute la techno, on puisse commencer à faire beaucoup de vlogs un peu comme Ouais. ça, internes aux équipes ou aux athlètes et proposer un peu de contenu. Parce que c'est hyper cool en fait de voir comment ça se passe de l'intérieur. Mais même en termes de. Enfin, tu vois, nous, on s'est jamais croisés dans la vraie vie. Ouais. Et c'est hyper cool de regarder les vidéos parce que tu as l'impression que tu connais un petit peu les gens, tu cernes un peu leur personnalité, même au sein de votre équipe, tu vois? Ouais. On voit un petit peu qui a quel type de personnalité, qui a quel rôle, mais c'est hyper attachant, en fait, tu vois? Alors moi, Ouais, non, j'ai mais trouvé carrément, bah, enfin, nous, c'est un peu le but en faisant ça, c'était d'arriver à bah, faire vivre un peu l'intérieur des games, ou même au début, quand on a commencé, c'était les quarts finales, les demi. Après, on propose aussi d'autres vidéos hein, sur la chaîne, mais voilà, le but, c'est vraiment de partager un maximum de choses avec les gens sans se prendre trop non plus au sérieux. Et c'est plutôt en mode rigolade, et puis essayer de donner vraiment le vrai du truc, quoi. Ouais, c'est réussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Puis, bah, tu le disais, hein, mais c'est drôle. Enfin, franchement, c'est drôle. Il y a deux, trois moments dans les vidéos où tu te marres, ou voire même, enfin, on aimerait être avec vous, quoi. Parce que tu te dis, Ouais, ouais, tu passes un bon moment. Et du coup, en parlant de ton équipe, je rentre un peu plus dans la partie vraiment coaching à nouveau, ouais. mais euh, pour toi, c'est quoi les atouts de cette équipe? Bah, là, je pense que ça s'est vu pendant les WOD des Games, hein, c'est vraiment, ils se connaissent sur le bout des doigts. Alors après, c'est pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent ensemble depuis très longtemps. Euh, Tu vois, on va dire, je pense qu'ils ont commencé à s'entraîner un peu ensemble à partir de 2018, où ils faisaient en gros là, une programmation vraiment ensemble. Donc pratiquement tous les jours, ils s'entraînaient ensemble. Alors pas forcément, ils faisaient de la synchro, hein, parce que la team n'est pas née à ce moment-là, mais vu qu'ils s'entraînaient tous les jours ensemble, bah, forcément, ils se connaissent déjà de base. Après, à partir du moment où on a dit qu'on faisait une team et qu'on jouait la qualif aux Games, donc à partir de février, on va dire, ils se sont entraînés encore plus ensemble et encore plus en faisant des mouvements synchro. Voilà, c'était vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de les pousser à faire, c'est de se caler les entraînements ensemble, de faire des choses ensemble au maximum, de faire des WOD ensemble, même si c'était pas en synchro, mais pour qu'ils se connaissent et qu'en fait, au moindre coup d'œil, ils savent déjà si bah, Kako, elle regarde Max, elle voit s'il est dans le mal, s'il est bien, s'il peut accélérer. Enfin, voilà, ils se connaissent tellement que le moindre regard suffit à savoir si on peut accélérer ou au contraire s'il faut freiner. Donc ça, c'est un gros, gros atout, je pense. Donc voilà, c'est leur point fort, je pense, vraiment en team. Et du coup, bah, question inverse, je vais pas dire les points faibles parce que je trouve que ça fait un peu péjoratif, mais dans les points de progrès, bah, en gros, qu'est-ce que tu identifies et comment, parce que vous avez dû les identifier avant la compète aussi, Ouais, j'imagine, mais oui, bien sûr. comment vous avez fait pour pouvoir bien les bosser, justement? Bah, en fait, j'ai envie de te dire qu'on a fait vraiment l'inverse. Moi, c'était vraiment ce que je voulais faire, et puis ils ont adhéré à ça. C'est que souvent, en fait, on dit ouais, faut qu'on bosse nos points faibles à tout prix pour machin, mais enfin, quand on a décidé de faire le projet, donc c'était février, les games sont en juillet, enfin début août. Max, on va dire, son max en snatch était à 100 kilos, je crois, à cette époque-là. Je sais très bien que même s'il fait 6 mois que de la force, il va pas faire 120 en snatch, quoi. Donc je me suis dit, au final, ça sert à rien de mettre le focus là-dessus pour chacun, hein, chacun ses points faibles. Donc en gros, j'ai plutôt pris le problème à l'inverse. J'ai dit, bah, là où vous êtes déjà fort, bah, en fait, il faudra être très très fort, et il faudra bah, faire des grosses grosses perfs pour compenser en fait là où on sera un peu moins fort, quoi. Parce que voilà, franchement, faire travailler la force, c'est notre point faible, hein. C'était vraiment le gros point faible de l'équipe. Mais au final, d'être dernier ou d'aller le bosser pendant 6 mois et faire allez, 35e sur 40, franchement, enfin, je pense que ça vaut pas le coup. Je préfère être, bah, comme on a fait là, premier sur des WOD où il y avait bah, beaucoup de muscle up, beaucoup de toast to bar, beaucoup de gym. On arrivait à faire premier, deuxième, où là, tu sais que tu marques des gros points. Et puis bah, là où tu fais, c'est de la force, bah, tant pis, tu sais que tu vas faire dans les derniers. Et puis voilà, quoi. Mais voilà, on a pris le problème à l'inverse. Donc je sais pas, je pense qu'en tout cas, cette année, ça a payé.
Après, c'est les games, hein, ça se trouve l'année prochaine, la programmation, il y a 80% de force dessus, et puis bah, on va se casser les dents, et puis voilà, hein. On a pris le problème à l'inverse, et je pense, je sais pas si toi, tu as déjà regardé la programmation des games depuis que les teams existent, ou même les indives, hein. Franchement, je pense qu'ils respectent très bien la pyramide de CrossFit de base, où c'est d'abord le cardio, ensuite la gym, et puis l'haltéro vient en dernier, quoi. Donc voilà, Ouais, ça semble assez logique. Et puis effectivement, exactement. enfin, moi qui suis plutôt spécialiste de l'haltéro pour le coup, franchement, effectivement, je te rejoins là-dessus. Gagner quelques kilos sur des barres, les gens ont souvent peu conscience du temps que ça peut prendre. Là, tu vois, on Exactement. parlait comme ça, en façon de parler, de 20 kilos en 3-4 mois. Déjà, parfois, prendre 5 kilos en 6 mois, c'est Ouais, extraordinaire. ouais, c'est clair. Il y a des stades quand même où pour mettre 2 kilos sur ton snatch, il va te falloir 2 ans. Ouais, c'est exactement ça. Bah, toi, c'est exactement de ce principe-là qu'on est parti. Tu vois, Kako, en force, ça fait des années qu'elle grappille 500 grammes par-ci, 1 kilo par-là. Donc on s'est dit, franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire que de la force? Enfin, voilà, donc on a fait beaucoup de gym, beaucoup de cardio, et dessus, c'était vraiment de plus en plus fort. Et puis, c'est ce qui a payé, je pense. Vous avez poussé et tiré des voitures aussi. Ouais, mon juke, il a un peu ramassé, mais c'est bon. Ça a payé, donc ça va. Je m'en remets tout doucement. Et si tu dois rentrer dans l'analyse un petit peu plus, on va dire, personnelle de ton équipe, Ouais. enfin, quelle place et quels atouts tu penses que chaque athlète apporte au collectif? Parce que effectivement, il y a des expériences diverses, il y a des âges divers, il y a des Mm. situations un petit peu diverses, parce qu'au final, le fait d'avoir un couple dans l'équipe, bon, je pense pas que ça change tout, mais ça doit changer certaines choses peut-être quand même. Le fait que aussi toi, une de tes athlètes, pas ta conjointe, Ouais. c'est forcément, ça crée quelque chose aussi. Voilà, enfin, en gros, comment tu analyses ça, toi? Eh ben, ouais, non, vu de l'extérieur, c'est sûr que ça paraît un peu compliqué parce que, bah, comme tu dis, il y a un couple, moi, il y a Kako, on est en couple ensemble, donc forcément, mais au final, on s'entendait plutôt tous, enfin, on s'entend tous bien, et après, le match se fait bien parce que, bah, il y a Max qui est très jeune et très insouciant, donc en gros, lui, il est toujours prêt, tu lui dis demain entraînement à 2 heures du matin, bah, il dira oui, enfin, toi, il s'en fout. Donc voilà, il est un peu foufou. Ça compense bien avec Kako qui est plutôt posé et qui aime bien que les choses soient bien cadrées, que tout soit calé à l'avance, etc. Et puis voilà, et puis Lucas qui a un gros niveau, qui a un potentiel pour dans les années à venir pour y aller lui en indiv. Donc voilà, toute cette force amenée à la team. Et puis bah, Julie qui, pareil, fait un peu la compensation ou qui a des gros points forts et qui sait les mettre en avant pour la team. Et voilà, tout ce mélange, c'est que bah, ça marchait bien, quoi, parce que Max, il est foufou, mais s'il n'est pas cadré par quelqu'un, bah, ça peut vite partir en n'importe quoi. Kako, elle, c'est l'inverse, elle est super carrée au millimètre, mais de temps en temps, elle a besoin d'être un peu voilà, dans le speed et un peu se lâcher et prendre des risques. Et bah, Max, il lui apporte ça, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ça qui a fait que la team fonctionnait bien. Je vais te parler maintenant un petit peu du déroulement de la compétition, hein, si on revient vraiment sur les games, donc voilà, vraiment la semaine de compétition que vous avez vécu là-bas. Bon, si c'est pas tabou, est-ce que tu sais nous dire à peu près combien la participation elle vous a coûté, juste, alors pas à l'euro près, mais juste pour qu'on se rende compte en gros un petit peu de ce que ça représente comme rêve, quoi, Ouais. et comment vous avez réussi à financer cette expédition, hein, quelque part, parce que ça avait quand même pas mal de membres de l'équipe, plus les Ouais. coachs, plus potentiellement les conjoints aussi, parce que j'imagine que ça doit aider sur place pour gérer un peu le côté logistique, Mm. plus bah voilà, le soutien aussi. Ouais, bon, en gros, c'était assez simple, hein. Le budget, c'était en gros 5 000 € par personne, en gros, pour faire un petit résumé rapide. Donc voilà, entre le billet d'avion, l'hôtel, location de voiture, bah, manger là-bas, matin, midi, soir, les collations, etc. Enfin, après, toute la vie là-bas en général, il y avait quoi d'autre encore? Enfin, plein de frais, des petits frais à droite à gauche, hein. Il y a toujours des trucs. Après, payer aussi pour aller au game, c'est 100 $ quand tu es qualifié en quart, 500 quand tu es qualifié en demi, 500 pour aller au games. Donc voilà, c'est plein de frais. Donc en gros, ça fait 5 000 € par personne quand on a fait le budget total. Donc après, bah, comment on a financé ça? Déjà, il y a des sponsors qui nous ont aidés. Bah, je peux peut-être les citer. Je pense
pense Ouais, bah qu'il vas-y, c'est l'occasion. voilà, bah parfait. Bah, il y a Fitenra qui nous a beaucoup aidé. GoWod aussi nous a vraiment aidé. Financier, et puis même là-bas, il y avait Thibaut qui a pu venir sur place, et aussi là-bas qui nous a aidé là-bas. Il y a Exa3 aussi qui nous a aidé dans le financement, et Honor Academy. Voilà, c'est les quatre marques qui nous ont aidés. Après, nous, on s'est aussi financé nous-mêmes en créant des t-shirts. On a fait un week-end aussi de stage. On a fait une tombola à la boxe. Enfin, voilà, on a fait des petites actions comme ça pour récolter un peu d'argent, pour qu'on essaye le maximum de ne pas sortir d'argent de notre poche, quoi. Ouais, bah Donc voilà, effectivement, forcément, déjà, 4 dans l'équipe, ça fait déjà 20 000, c'est 25 000 ça, avec toi, effectivement, exactement. ça. Ça fait vite des sous, ouais. De toute façon, tu sais que tu auras pas de subvention, tu sais que tu auras Exactement. pas, voilà, donc c'est aussi, enfin, c'est une question que je pose souvent aux gens qui font beaucoup de compètes. Alors au final, le chiffre, enfin, c'est plus comme ça, hein, pour se donner un ordre d'idée, mais c'est vrai qu'il y a un truc que les autres sports pro n'ont pas, enfin pro, moi, je vais pas forcément dire pro, mais que les autres sportifs de haut niveau n'ont pas forcément, c'est que tu sais en CrossFit que tu vas devoir t'auto-financer C'est ça. de façon certaine. Tu auras zéro subvention de ta mairie, de ta région, enfin voilà. Donc, je trouve que pour les gens qui font aussi beaucoup de haut niveau, c'est une vraie problématique à avoir en tête quasiment tout le temps, parce que si tu fais beaucoup de compètes, bah, ça doit revenir. C'est une question qui doit se poser en permanence, quoi. Non, c'est ça. Après, je pense que c'est vraiment un truc à prendre en compte. Parce que je sais, quand on a eu le projet de ça, on savait exactement. Enfin, nous, on avait l'expérience avec Yako de 2019 quand il y était allé en Indiv, du tarif à peu près que ça représente. Parce que des fois, on se rend pas forcément compte, hein. Souvent, les gens, quand ils nous demandent, ils pensent que CrossFit prend en charge l'hôtel, prend en charge la nourriture, mais il n'y a rien du tout qui est pris en charge. Donc après, voilà. Après, en contrepartie, ils ont une belle dotation, hein. Mais n'empêche qu'il faut financer tout ça, donc faut le prendre en compte dès le début, et puis faire des actions. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais nous, je sais qu'avec Kako, on n'aime pas trop le fait de faire des cagnottes, parce qu'au final, les gens, enfin, même s'il y en a qui sont demandeurs, hein, il y en a beaucoup qui nous ont demandé est-ce que vous faites une cagnotte pour qu'on participe, mais enfin, que les gens nous donnent de l'argent pour entre guillemets rien en contrepartie, c'est pas notre, enfin, c'est un peu bizarre, on trouve ça un peu bizarre, donc on préfère faire des actions ou que des marques vraiment nous aident, et voilà, que ça soit en contrepartie de posts sur les réseaux, ou même par exemple Fitenrak et GoWod, ils nous ont rien demandé en retour, hein, c'était vraiment juste une aide simple. Donc, ils nous demandaient aucun post, aucun, aucune vue sur les réseaux. Donc, c'est vraiment aidé gentiment. Donc, voilà. Donc, après, quand c'est les marques, c'est différent, mais les personnes particulières qui veulent nous donner comme ça 20 €, 30 €, c'est un peu. Je préfère qu'ils prennent un t-shirt, qu'on crée un t-shirt, qui nous achètent le t-shirt, que juste nous donner de l'argent dans une cagnotte, quoi. Ouais, franchement, ça se comprend. Enfin, après, ça dépend le rapport qu'ont les gens à l'argent, mais effectivement, je trouve ça se comprend très bien. Et puis, bah, c'est dans la continuité un peu de ma question, enfin, de ma réflexion en tout cas, c'est de se dire que, bah, effectivement, par exemple, Lucas, il vous fait les vidéos, vous avez des sponsors qui participent justement à ce genre de choses. Mm. Donc, ça fait partie quasiment aujourd'hui du package de l'athlète, Exactement. bah, de prévoir du temps d'entraînement, du temps voilà, qui a vraiment attrait à sa préparation, mais aussi à développer des petits skills communication. Je trouve que c'est un peu décomplexé parce qu'avant, tu étais un influenceur ou un athlète, mais il n'y avait pas trop de juste milieu. Tu pouvais pas être un peu les deux, quoi. Ouais, non, c'est vrai, Alors c'est vrai. Il y avait un peu maintenant, tu ce peux avoir côté-là. une approche un peu entre les deux et te dire qu'effectivement, c'est du travail complémentaire pour toi, mais ça t'enlève un peu ce truc de se dire, bah, je demande aux autres de financer mon rêve, mais effectivement, je leur donne rien en contrepartie que bah, regardez des photos de moi et Ouais. admirez-moi, quoi. C'est un peu Non, space, mais ouais, c'est un peu. effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est un peu. Non, mais je pense que ça fait maintenant. Bah, de toute façon, plus ça va aller, plus ça fera partie du jeu, hein. C'est la partie communication, enfin, c'est obligatoire, hein. Si tu veux des sponsors, tu peux pas leur demander de te donner de l'argent et puis de rien faire en retour. Donc, forcément, ça, je pense de plus en plus, ça va faire partie du jeu. Donc, faut le prendre en compte. Exactement, je suis bien d'accord. Et tu m'as parlé de la dotation, c'est ça sur laquelle je voulais revenir. C'était nos bulles cette année. Ouais. C'est cool parce que du coup, Carole, effectivement, elle aura eu du Reebok, elle aura eu du No Bull, ça varie un peu dans la garde-robe. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez eu comme dotation? Parce que les photos faisaient rêver. Alors, franchement, je peux même pas te dire tout ce qu'ils ont eu, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais en gros, ils ont eu, je crois, 7 paires de chaussures, il me semble. Ils ont eu, franchement, ils ont eu des tenues, en tenue, je crois qu'ils en avaient à peu près, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois 7 aussi chacun, il me semble. Donc, tenue complète, un short, t-shirt,
Après, ils ont eu des pantalons, des sweats, des vestes. Ils ont eu des maillots de bain. Ils ont eu des chaussettes. Ils ont eu des casquettes. Enfin, vraiment tout, 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 tout. Des lunettes. Après, ils ont eu des gourdes. Après, ils ont eu des montres. Après, il y a tous les partenaires. Donc, ils ont eu des montres, les montres connectées, là, Whoop. Ils ont eu. Franchement, ils ont eu tellement de choses. Ça fait des belles dotations quand même, parce que Ah 7 oui, paires de oui. Nobules, quand tu vois le prix que ça coûte, Bah, c'est ils ont eu ça. les lifters aussi, Ouais, ils ont non? eu une paire de lifters, ils ont eu deux paires de running, deux paires en gros, de paires de CrossFit traditionnelles. Ils ont eu des tongs. Ouais, non, c'est vraiment, ouais, c'est excessif. Mais bon, tant mieux, hein, ils ont mérité tout ça, hein. Oui, c'est ça, on peut le voir comme ça. Puis quand tu vois l'investissement qui a été mis, tu te dis, bon, on va pas cracher dessus. Mais bon, c'est clair une paire de lifters à 300 comme ça d'un seul coup, ça fait plaisir. C'est clair. Quoique, après, je me pose la question quand même, même si c'est pas d'une importance capitale, ça doit quand même faire un peu bizarre. Quand tu es habitué à t'entraîner avec ton matos, alors un t-shirt, ça reste un t-shirt, mais par contre, les chaussures, ça doit faire bizarre, je pense. Alors après, les chaussures, c'est la seule chose qui est pas obligatoire quand tu vas aux games, enfin quand tu WOD aux games. En fait, tu es obligé de mettre des no-bull ou du rogue sur tous tes vêtements. En gros, donc tout ce qui te donne, tu es obligé de mettre ça, sauf les chaussures. Les chaussures, c'est la seule chose que tu mets ce que tu veux. Ok. Par exemple, cette année, je sais pas si tu as suivi, mais il y avait Reebok qui a lancé je sais pas comment on peut appeler ça, un espèce de jeu en gros, où si tu mettais des Reebok et que tu gagnais un WOD, il donnait 10 000 dollars au gagnant et 2000 si tu faisais deuxième. Donc c'était un peu la guéguerre Reebok No Bull, tu vois. Donc voilà, voilà, ils profitent un peu du système que quoi les chaussures, tu mets ce que tu veux pour faire un peu de guéguerre entre les marques. C'est fou, hein, parce Ouais. que c'est quand même dingue de se dire maintenant le volume de thunes qu'il y a là-dedans, quoi. Parce qu'avant, c'était inenvisageable de dire, ouais, si tu gagnes ça, je te donne 10 000. Ah bah ouais, ouais, non, mais c'est sûr, ça prend de après, c'est le jeu, forcément, plus c'est le jeu des compètes. Là, c'est CrossFit est privé, hein, donc forcément, chaque marque propose. Là, cette année, c'est No Bull. Ça se trouve, dans 3 ans, ça sera une autre marque. Je pense que au plus offrant. Ouais, c'est marrant hein, parce qu'il y a quelques années, moi je me rappelle, tout le monde attendait Nike. Quand ils ont sorti Ouais. leur Metcon, tout le monde se disait, Tain, à telle date, c'est la fin de Reebok sur les games. Tout le monde pensait, enfin, était persuadé que Nike allait prendre le marché. Et en fait, c'est No Bull. Ouais, après, je pense qu'il y a des raisons qui nous dépassent un peu, hein. Je t'avoue que, Mm. enfin, moi perso, je connais pas toutes les histoires, hein, Moi non mais plus. voilà. Je pense que ça nous dépasse un peu tout ça, mais. Si je reviens du coup sur le sujet vraiment, enfin, votre semaine de games, est-ce que tu peux nous rappeler combien de votes vous avez fait et en gros quelle fréquence quotidienne ça représente à peu près? Alors, il y a eu, au total, on a fait 13 WOD. Du coup, on en a fait 4 le premier jour. Et ensuite, 3 le vendredi, 3 le samedi et 3 le dimanche. D'accord. Donc, Sachant que vous avez été jusqu'au bout, c'est-à-dire ouais, qu'il y a un certain nombre d'équipes qui ont fait moins de VOD parce qu'il y a eu exactement. un système de cut. Ouais, c'est ça. Alors, à la fin du deuxième jour, donc le vendredi soir, il y a eu un premier cut à 30 équipes. Donc, le samedi, on n'était plus que 30. Après, le dimanche matin, on n'était plus que 20, si je me trompe pas. Et après, non, je te dis, si, le samedi matin, on n'était plus que 20. Et le dimanche matin, on n'était plus que 10. Voilà. Donc c'est 13 VOD maximum, en gros. Maximum, ouais. Pour les 10 dernières équipes, c'était 13 WOD. En termes de récup, c'était pas trop intense. Enfin, j'imagine que vous étiez entraîné pour avoir un très gros volume sur un laps de temps qui Mm. correspondait à la semaine de compète, enfin aux 4 Ouais. jours de compète. Mais concrètement, du coup, après avoir vécu maintenant avec le recul, est-ce que vous avez réussi à gérer la récup? Et ben pour discuter avec justement avec les athlètes chaque soir, chaque matin, quand on discutait ensemble pour voir un peu comment ils se sentaient, bizarrement ils se sentaient, enfin, il y en a aucun d'eux qui ont eu des courbatures, qui ont eu des douleurs quelque part, voilà, je pense qu'ils étaient bien prêts pour ce volume-là et aussi la programmation, je pense, la programmation était bien faite pour qu'il n'y ait pas non plus une zone qui tabasse vraiment et que en gros t'as plus de cuisses parce qu'il y a eu 4 watts d'affilée avec des cuisses à la mort. Enfin voilà, donc je pense que là entre la progra et puis eux comment ils s'étaient préparés, on fait que finalement franchement ils étaient plutôt bien. Ouais, nickel. Bah, Ouais, tant mieux ouais, quand c'est dans ce carrément. sens-là, parce que effectivement, c'est une discussion qu'on peut parfois avoir avec d'autres coachs.
des fois les compètes locales sont programmées de façon un peu extrême et Ouais. effectivement ça me faisait penser à ça par rapport à ce que tu disais parce que des fois on a tendance à dire un peu par abus de langage ouais ça va c'est une compète locale c'est pas les games et en fait on se rend compte que Ouais, non c'est même clair. les games sont bien programmés au final. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, souvent, ouais, les compètes locales, bah déjà, souvent c'est sur une journée ou 2 jours. Donc, bah, en gros, on veut qu'ils en aient pas un peu pour leur argent. Donc, on met des WOD et des WOD et des flotteurs et des re-WOD. Enfin, voilà, on rajoute toujours. Donc, on fait 3 4 WOD dans la journée où il suffit que la progress soit un peu limite et qu'on ait 3 WOD sur 4 où il y a des squats. Forcément, bah, on tabasse les gens, mais donc après, bon, ça peut passer, mais ça peut créer aussi des blessures, ça peut créer des grosses fatigues. Enfin voilà, faut faire gaffe quoi. Tu parlais tout à l'heure d'être un peu sur le floor, de retrouver justement toute cette adrénaline, Mm. le fait d'avoir d'autres équipes dans les couloirs autour de toi, du public, etc. Alors vous avez eu quand même du public, on va dire, dans la boxe pendant la prépa, donc c'était déjà une petite Ouais. amorce, mais bon, rien de comparable, j'imagine. Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'au final, ça a refait monter du stress parce que vous étiez plus forcément trop habitué, ou au contraire, c'était super cool de retrouver voilà autant de public après des mois de Covid? Bah, alors moi de mon côté coach, franchement ça change pas grand-chose. Je pense que j'étais autant stressé au demi que là. Après, la seule différence, c'est que tu vois les adversaires à côté, donc tu peux te jauger directement. C'est ce qui était compliqué en demi et en quart, c'est qu'en gros, bah, tu mets ton score, mais tu dois attendre 23 heures le soir que le leaderboard sorte, savoir si tu as été bien ou pas bien. Donc c'est un peu niveau émotionnel, c'est compliqué. Mais ouais, non, franchement, après, pour eux, je pense que ouais, de retrouver un peu ce côté, bah, d'être direct dans la bataille avec les autres à côté, c'est ce qui est bon, quoi. Enfin, après, sur le WOD 2 et 3, je sais pas si tu te rappelles, mais direct, ils sont en bagarre avec Mayhem, justement. Bah forcément, ça te lance tout de suite dans la compétition et tu te dis, bon, bah, ok, on y est, quoi. On est là, on est aux Games, tout se passe bien, c'est parti, quoi. Ouais, 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 non, c'est clair. Enfin, je sais pas trop comment vous avez fait, enfin, ou pas fait d'ailleurs, mais pour réaliser, puisque au final, quand tu te qualifies, c'est par région, enfin par Ouais, grande région, donc c'est quand même difficile de te comparer aux équipes qui seraient dans une autre grande région, ouais, c'est potentiellement. clair, c'est clair. Il y a aussi la donnée du fait que, bah, comme tu fais chacun de son côté, enfin, alors, pas forcément vu les formats, mais au final, on est quand même en droit de se demander si certaines équipes peuvent pas parfois refaire plusieurs fois certains WOD, ou peut-être, je sais pas, avant de démarrer, puis s'arrêter et se dire, bah non, là, on est mal parti, on s'arrête tout de suite et on refait. Ouais, Alors que carrément. tu sais qu'au Games, ça c'est pas possible, c'est one shot. Donc, Ouais. c'est difficile, je trouve, d'évaluer ton niveau ou d'avoir une prétention sur le leaderboard au final avant. Est-ce que vous aviez déjà une petite idée ou. Bah, franchement, nous, l'objectif, il était tellement déjà de se qualifier aux Games que enfin, on avait pas du tout pensé à là-bas, est-ce qu'on avait un objectif. Donc après, une fois qu'on était qualifié, forcément, on s'est dit, bon, on est qualifié quatrième de la région, enfin, d'une des deux régions Europe. Après, c'était les mêmes WOD avec l'autre région. Donc on savait que dans l'autre région, on était en gros, on allait faire premier ex aequo, peut-être deuxième, en fonction de, voilà, d'avec qui on était. Donc on savait qu'on était en Europe en gros 5-6 quoi. Mais après, avec les autres régions, aux US, au Canada, on n'avait aucune idée quoi. Enfin, c'était pas les mêmes WOD. Donc on avait testé quelques WOD des autres demi pour voir un peu où on se situe, mais bon, c'est jamais pareil. Euh, on savait que, bah voilà, on savait qu'en gros sur les WOD gym, on était bien, parce que même dans notre région, on avait fait premier. On savait que sur les WOD un peu plus lourds ou plus avec de la puissance, ça allait être un peu plus galère. Mais enfin, dans notre tête, on s'était dit, genre un top 20, c'est déjà bien, et un top 10, on fait tous les watts, c'est magique, quoi. Donc après, on a gardé un peu ça tout. Franchement, pendant tous les games, c'était un peu le top 10 qu'on avait en tête, puisqu'on a fait quand même un bon début de compète. Donc tout de suite, on a été dans les 10. Donc après la première journée, si je me trompe pas, je crois on est 3 ou 4, il me semble, à la fin de la première journée. Donc on s'est dit, bon, bah maintenant, l'objectif, c'est essayer de rester dans le top 10 quoi, jusqu'au bout. Donc c'était vraiment ça qu'on avait en tête. Et c'est le dernier jour qu'on a pensé aller un peu plus haut, quoi. C'est ouais, c'est dingue, hein. Enfin, moi, quand vous êtes qualifié, perso, moi j'étais forcément super contente. On aime toujours quand il y a des Français dans des catés comme ça qu'on va pouvoir suivre. Mais aucune idée. Et puis en plus, tu sais, pour une équipe qui a jamais participé,
t'as pas de point de départ, en fait. Tu te dis pas, bah, d'habitude, il faut un top 20, il faut un top 10, il faut un top 5. Donc, tu t'es vraiment en mode, ah bah j'espère que les gens vont rester le plus longtemps possible et que ça va être cool. Et c'était, enfin, pour les spectateurs, pour ceux qui ont suivi, c'était top de vous voir performer comme ça, WOD après WOD, parce qu'en fait, tu commences à dire, en fait, ils vont pas faire une belle perf, ils vont faire une très très belle perf, tu vois. Et puis après, ça commence à flirter avec le top 3, donc tu commences à dire, putain, il y a du podium. En plus, c'est génial, hein. Enfin, pour les gens qui n'ont pas fait de compète, enfin, donc pas vous, quoi, pendant la même période, tu as quand même eu les JO et les Games. Ouais, Donc, ouais. c'était quand même, enfin, pour un mois d'été, je pense que j'ai jamais passé autant de temps derrière une télé finalement. Mais, mais c'est cool, quoi. Puis, bah, ça fait un peu, je fais le parallèle avec les JO parce que, enfin, quand on commence à parler de médailles, c'est génial. Tu sais, tu te dis, tu vas avoir des Français médaillés dans un truc, Ah ouais, non, c'est clair, franchement, c'était. Mais on était un peu pareil, toi, quand on rentrait le soir, souvent on mettait la chaîne des JO et hop, on regardait les JO aussi, tu vois, c'était un peu la même, le même focus. Je vais te parler maintenant un petit peu plus vraiment de coaching dans le détail. Ouais, Donc tu coaches Carole depuis un bon moment maintenant, effectivement, sur des grosses compètes, dont les Games déjà, hein, précédemment. ouais. Quelle différence ça fait en gros pour toi de coacher une athlète de haut niveau en indiv et de coacher 4 athlètes dans le cadre d'une team? Une team de haut niveau également, hein. Bon, franchement, la seule différence, je dirais, c'est vraiment l'aspect psychologique de chaque athlète, parce que bah, ils ont tous des caractères différents. Donc forcément, l'approche est différente pour chacun. Donc c'est ça qui est le plus dur quand tu es en team. En indiv, une fois que tu as compris comment l'athlète fonctionnait, après, bah, voilà, c'est un travail à faire sur plusieurs années, parce que, bon, à part si vraiment c'est une athlète qui a des qualités de fou, mais bon, il y a toujours là un travail sur plusieurs années à faire et essayer de faire comprendre en tout cas à l'athlète que ça va pas se faire comme ça en claquement de doigts. Donc il y a tout un processus à faire. Mais en team, bah, je trouve le plus dur, c'est cet aspect-là psychologique de t'as 4 athlètes qui sont différents, qui doivent arriver à eux bien s'entendre, mais aussi arriver à performer en indiv, parce que bah, mine de rien, il y a quand même une bonne part d'individualité dans la team. Donc c'est ça qui est le plus dur, ouais. C'est vraiment cet aspect-là. Bon, je te pose la question quand même parce on l'a évoqué tout à l'heure, même si du coup j'ai une petite idée de ta réponse. Mais en gros, comment tu fais pour trouver le bon équilibre dans ta relation coach-athlète avec Carole, sachant que vous êtes en couple à la ville, en gros, je sais pas. Ouais. Est-ce que vous déconnectez parfois un peu du sport ou est-ce qu'à l'inverse, ça fait vraiment partie de votre quotidien H24, sachant qu'en plus, ben, vous êtes gérant de boxe, donc Ouais. coach aussi pour. Enfin voilà, c'est toute une vie, quoi. Bah, franchement, au début, on se disait justement, ah, putain, faut qu'on déconnecte, on parle. Mais en fait, je pense qu'on est passionnés tous les deux en fait de CrossFit et puis de sport en général. Donc, enfin, tu vois là, on revient, on a pris 4 jours là, de jeudi à dimanche. Et au final, même en vacances, on allait faire un tour de vélo, on a fait de la planche à voile. Enfin, donc on fait pas forcément de CrossFit, mais on fait quand même beaucoup de sport. Donc est-ce qu'on décroche franchement, pas tant que ça au final, mais je pense que ça nous correspond bien parce qu'on est passionné de sport en général. Donc pourquoi se forcer à décrocher? Après, voilà, on a quand même chacun un peu des passions un peu différentes aussi en dehors du CrossFit. Voilà, on a des besoins un peu différents, donc on s'accorde aussi des moments un peu solo, chacun de son côté, parce qu'on en a besoin. Mais on parle quand même beaucoup, beaucoup de CrossFit, de sport, de la salle. Voilà. Est-ce que vous avez des petites passions un peu what the fuck à côté? Bah, Keiko, je sais qu'elle, elle aime bien quand vraiment elle veut se mettre un peu à part, elle aime bien dessiner. Donc elle fait pas mal de dessins, puis elle lit aussi beaucoup. Moi, c'est un peu plus, moi, je suis plus axé genre poker. Je vais regarder des vidéos YouTube sur des sujets qui m'intéressent, ou des fois même pas des sujets qui m'intéressent, mais juste je suis pris dans le truc. Enfin, voilà. Après, je regarde beaucoup quand même de vidéos sur tout ce qui est coaching. C'est vraiment, moi, je suis vraiment passionné par ça. Je suis vraiment, même dans mes temps libres, je regarde beaucoup, beaucoup ça. Bah, c'est vrai que c'est une question que tu as beaucoup d'athlètes qui, à la fin, entre guillemets, de leur carrière, ou quand ils ont fait le tour de la question simplement et qu'ils ont envie de passer à autre chose, tu en as beaucoup qui parlent vers le coaching. Je sais pas si toutes les reconversions sont réussies, mais en gros, comment ça s'est passé pour toi, le moment où tu t'es dit, bon, ben voilà, ça y est, pour moi, j'ai fait le tour, j'ai envie d'autre chose. Et qu'est-ce qui a changé quand tu as décidé de devenir vraiment coach? Enfin, à temps plein, on va dire. Ouais. En fait, ça s'est fait un peu. Déjà, quand j'ai été déjà athlète,
Quand j'ai commencé, en fait, je me programmais pour moi tout seul déjà. Donc, j'avais déjà un peu cette envie de vraiment essayer de programmer, de comprendre. Après, j'ai fait beaucoup de conneries hein, quand j'ai commencé. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en fais sûrement encore un peu, hein, mais ouais, en tout cas, ça m'a bien aidé de programmer pour moi et de voir tout ce qui allait pas, toutes les conneries que j'ai pu faire. Donc, c'est des trucs un peu standards qu'on voit un peu, genre du volume à gogo. Des entraînements à rallonge, enfin voilà, plein de petites conneries comme ça. Et voilà, bah, forcément, hein, ça tout vient avec le temps, puis en pratiquant aussi. Donc j'ai commencé en fait à coacher des autres que moi à partir de 2015. En fait, à la boxe où j'étais avant, on avait créé une petite partie compétition. Donc, en fait, j'étais en charge de la partie compète, donc tous les athlètes qui voulaient faire un peu de compète. Donc, voilà, j'ai commencé un peu comme ça, puis après, ça s'est développé un peu, parce qu'en 2016, il y avait cet objectif de qualifier une team pour les régionales, donc avec la boxe. Donc, du coup, bah, hop, ça a poussé un peu le truc un peu plus loin, donc on s'est qualifié au régional. Après, j'ai continué, puis en 2018, on s'est dit, bah allez, ce serait bien de faire et une indiv avec Kako, et puis arriver à faire une équipe aussi en même temps. Donc hop, en 2018, on a poussé encore un peu plus pour essayer de faire ça, puis voilà, ainsi de suite en fait. Ça s'est fait assez naturellement, et puis des personnes, surtout ce qui est bien, et pour un coach en tout cas, ce qu'il faut, c'est d'arriver à avoir des athlètes qui te suivent sur du long terme, parce que enfin moi je suis persuadé que tu peux pas travailler avec des athlètes sur un an ou sur 6 mois, enfin t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps de développer tout ce que tu as envie de faire. Pour moi, il faut avoir une vision sur plusieurs années, sur limite une carrière, quoi. Donc, Bah, voilà. en général, enfin, tu sais, en haltéro, je sais, enfin, ça va dépendre des visions, mais on a quand même coutume de dire qu'en général, c'est une Olympiade. Donc, c'est 4 ans. Ouais, exactement. Voire après, bon, après, ça dépend, hein, parce que les entraîneurs nationaux, dans certains sports, changent pas tous les 4 ans. Il y en a certains qui restent bien plus longtemps. Mais en gros, normalement, c'est au moins 4 ans, hein, tout un process de qualif, puis de prépa, etc. Tu fais évoluer ton plan d'entraînement, évidemment, par rapport à la planification, par rapport aux blessures, par rapport aux aléas, mais la personne, elle change aussi, donc il y a des choses peut-être auxquelles elle était réceptive, elle l'est plus, donc Mm. enfin, Ouais, c'est clair. moi, je fais un peu de coaching perso aussi à côté, et je pense que c'est une des problématiques que j'ai le plus souvent. T'as beaucoup de gens qui font du perso, et c'est un budget, donc c'est pas forcément quelque chose qu'ils espèrent faire longtemps, parce qu'ils n'auront pas forcément la capacité Ouais, de le faire, mais exactement. et en même temps, du coup, l'envers de la médaille, c'est qu'ils attendent un résultat très rapide sur une discipline pour laquelle on ne peut pas avoir de résultats rapides. On va corriger des grosses conneries facilement, et après, tout le reste, enfin, je veux dire, un programme de squat, des fois, tu le fais maintenant pour un résultat peut-être dans 8 mois, dans un an. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ah bah non, ils veulent pas voir aussi loin, ça c'est sûr. C'est sûr. Surtout quand tu t'identifies un point faible et que tu dis j'ai besoin de force, effectivement, bah vas-y, je vais me faire un small off là pendant 3 mois, et du coup je vais péter 10 kilos sur mes barres, et après je pourrais retourner à la gym. Ouais, Comme si ça se passait de malheureusement, façon ouais, si cyclique, tu vois. ça dans le, ça se passe, théoriquement, ça se passe comme ça, mais dans la pratique, c'est rarement comme ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais te demander? Ah oui, bah, alors moi je t'ai découvert aussi en tant que un peu que stratège, parce qu'en plus ils en rigolent aussi dans l'équipe, enfin gentiment, hein, je pense, mais que tu avais ce côté en tout cas très réfléchi. Je pense, bah, ce qui est nécessaire, j'imagine, à ce niveau-là, mais comment est-ce que toi tu as abordé du coup les différents events? Et en gros, quelles sont les questions que toi tu te poses quand tu réfléchis à l'aspect tactique ou à la stratégie que tu vas mettre en place pour le WOD à venir? Bah, après, c'est vraiment de l'analyse de WOD pure et, enfin, aussi simple que ça. Je vois le WOD, je me dis, déjà dans ma tête, je me dis, bon, qu'est-ce que, en gros, ils sont capables de faire? Est-ce que c'est bien de faire unbroken? Est-ce que c'est bien de casser? Est-ce que c'est bien de changer? Si c'est en paire, si c'est en synchro. Enfin, après, il y a tellement de paramètres que voilà, enfin, je fais déjà une analyse globale et après franchement, j'en parle beaucoup avec eux, hein. Enfin, je pense que c'est jamais arrivé que j'arrive vers eux, je leur dis bah la stratégie c'est ça et enfin, je pense que ça arrivera jamais. C'est plutôt à chaque fois je leur expose ce que moi je pense. Après eux, on en discute avec eux, ce que eux avaient pensé et puis voilà, à la fin, on décide de quelque chose où tout le monde est d'accord. Parce que pareil, faire une stratégie, si tu l'imposes à l'athlète alors que lui, il n'est pas vraiment chaud, même si c'est la meilleure stratégie, ça marchera pas, quoi.
Donc, faut arriver c'est toujours le compromis de trouver une stratégie où l'athlète est d'accord avec ça et c'est la meilleure stratégie aussi. Donc, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'une fois que tu penses que tu as trouvé la meilleure stratégie, même si l'athlète, lui, il n'est pas convaincu, il faut que tu arrives à le convaincre d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un peu comme tu disais, c'est un peu de manipulation, voilà, pour essayer d'arriver à l'amener dans ton sens et parce que toi, tu es persuadé que c'est la meilleure stratégie. Alors après, si tu te trompes, bon, bah ça, c'est un problème avec ton athlète à la fin du WOD. Mais si tu as raison, bah voilà, tout va bien et puis tu as gagné des points pour le prochain WOD, quoi. Et du coup, en termes de stratégie ou même autre, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être de l'organisation, des choses dont on n'a pas forcément conscience par rapport aux images que nous, on peut voir. Donc, c'est quoi l'event ou les events qui t'ont donné vraiment le plus de fil à retordre ou ceux pour lesquels vous avez pris le plus de risques, on va dire, en termes de stratégie? Bah, le WOD, je pense, la première journée, quand sur le thruster wall walk, c'était des paires. Donc le WOD, en gros, il y avait une paire qui devait faire 7 tours de 5-5, 5 wall walk, 5 thrusters, et l'autre paire devait faire 5 tours de 7-7. Donc en gros, il y avait le même volume de reps, mais en théorie, le 5-5, il est un peu plus abordable pour quelqu'un qui est un peu moins fort, quoi. Il y a moins de reps à faire à chaque tour, donc c'est en théorie un peu plus facile. Et en fait, toutes les équipes sont parties un peu sur cette stratégie-là. Ça veut dire qu'ils faisaient partir, en gros, les moins forts en premier, parce que ça commençait par le 5-5. Donc ils ont tous fait ça. Donc à la base, on était un peu parti là-dessus aussi. Puis en fait, plus on regardait les vagues d'avant, on se disait, mais franchement, tu sais, j'étais de plus en plus sceptique sur cette stratégie. Donc, j'ai commencé à en parler un peu à Lucas et Kako, parce qu'en gros, c'était eux qui étaient en théorie les plus forts dessus. Je leur disais, mais vous êtes sûr et tout, vous voulez pas partir en premier, au pire, vous allez le plus vite possible. Et puis, vous laissez un maximum de temps à Julie et Max. Et puis, au pire, même s'ils galèrent sur le 7 rep, ils auront beaucoup de temps d'avance. Et puis on verra. Enfin, j'étais persuadé que c'était mieux dans cette stratégie-là, mais vu que toutes les autres teams ne faisaient pas ça, bah c'est pas évident de se dire est-ce qu'on fait le bon choix ou pas, quoi. Et puis au final, on a décidé de faire ça, donc de faire partir les meilleurs nous en premier, au contraire des autres. Et puis finalement, ça a payé parce que sur ce WOD, on fait 10e, je crois. Alors que Max et Julie, les thrusters, ils sont à peine 10 kilos de leur max. Donc c'était une barre qui était très très lourde pour eux, alors que les autres teams, ils étaient tous à 30-40 kilos de leur max, quoi. En théorie, sur le papier, on était fait pour finir dans les 30e, 35e, tu vois. Et finalement, je pense que la stratégie, là, elle a vraiment payé parce que. Bah, la stratégie a payé parce que, voilà, parce que je pense qu'on avait raison de faire partir les plus forts en premier, mais aussi Max et Jus, ils ont fait des trucs de fou à 10 kilos de leur max, hein, parce que être capable de faire des séries de 2 thrusters toutes les 25-30 secondes à 10 kilos de ton max, faut pouvoir le faire, quoi. Les thrusters étaient à combien du coup pour Les, hommes et pour alors, les femmes? Qu'on se thrusters, rende un peu compte. ils étaient à 84 kilos pour les hommes et 60 kilos pour les filles. 61 exactement. Donc voilà, donc Julie, toi, elle a 70 en max en thruster et Max avait 95. Donc voilà, je te laisse imaginer 5 x 7 thrusters à faire à cette charge-là avec des wall walk avant et entre. Donc voilà, donc franchement, ils ont fait un WOD ils ont été très bons là-dessus, mais je reste persuadé que si les autres équipes avaient fait la même stratégie, ça aurait été quand même plus dur pour nous de rester dans les 10-15 premiers, quoi. Ah ouais, mais tu vois, comme on disait tout à l'heure, hein, là, on n'est pas dans une configuration où C'est ça. tu te qualifies à distance et où tu peux faire une fois, voire deux, voire trois, voire commencer et t'arrêter en Ouais, cours ouais, de route parce que tu c'est te rends clair, compte que ça va c'est pas. clair. C'est pour ça aussi que j'étais contente, tu vois, de t'avoir en ligne aujourd'hui parce que je me dis, on sous-estime, enfin, on admire beaucoup les athlètes et à raison, encore une fois, hein, il y a un travail de fou derrière, mais on sous-estime parfois la part du travail du coach dans tout ça, et notamment dans cette partie stratégie, parce qu'effectivement, il y a un recul, il y a une analyse qui peuvent complètement changer la donne. Alors ça rend pas les athlètes forcément plus forts, mais en tout cas, je pense que ça évite des erreurs de jugement qui te font, pour aller sur le podium, qui te font perdre quelques places à droite à gauche, Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. qui ferment la porte, quoi. Après je pense que pour eux, en tout cas pour les games, bah, il y a eu ce WOD là où vraiment il y a eu un point stratégique où ça a vraiment été marquant. Après, en général, là où ils ont été très bons, c'est juste de gérer les WOD en fait. Enfin, de l'extérieur, je sais pas si tout le monde pouvait se rendre compte, mais en fait, je trouve, avec Mayhem, c'était les deux seules équipes qui partaient en fait à un rythme régulier et qui arrivaient à tenir du début à la fin du WOD, quoi.
et c'était souvent payant parce qu'ils étaient rarement dans les premiers au début de WOD et puis petit à petit ils grappillaient. Et je trouve en fait c'est le travail enfin tout le travail depuis le mois de janvier à leur répéter, partez à un rythme tranquille, partez à votre pace, gérez votre effort, enfin tout ce travail de fond parce que moi je suis persuadé que c'est la base de tout. Et je pense que c'est vraiment ça qui a payé plus qu'au final la stratégie sur le moment. Je trouve que c'est plus franchement on est plutôt là pour rassurer plutôt que faire des stratégies de fou sur chaque WOD, tu vois. Enfin, tu sais, des muscle-up, ils savent faire. Voilà, c'est plus sur le moment, tu les rassures. Parce qu'eux, ils disent, ouais, non, on va peut-être te casser, on va faire des séries de 5. Toi, tu leur dis, mais non, c'est bon, tu es capable de faire 10. Voilà, enfin, c'est plus ça, tu vois. Je trouve c'est plus le travail de fond qui est important. Enfin, qui a été important en tout cas pour eux. Donc voilà, Ouais, bah, de toute façon, enfin, c'est ce qu'on dit souvent pour les compètes, hein, peu importe le sport. Quand tu arrives à la compète, quelque part, enfin, physiquement en tout cas, dans ta prépa, c'est déjà joué. Ouais, non, C'est mais c'est plus à clair, ce franchement, moment-là. c'est vraiment. Moi, quand je les voyais au OD, j'avais l'impression de les voir le lundi matin et on était à Genasse, à CrossFit Genasse, et ils faisaient leur WOD de la prog. Et bah, j'ai l'impression qu'au Games, ils faisaient exactement la même chose, quoi. Donc je me disais, putain. Ils t'ont ému. Ouais, non, mais voilà, enfin, tu sais, j'ai l'impression que c'était entre guillemets pas dur, tu vois. Ils faisaient leur WOD comme s'ils étaient à l'entraînement. Ils savaient là où ils pouvaient aller, ils dépassaient pas la zone rouge, hop, ils géraient leur truc. T'as l'impression que c'était. Et c'était un peu le ressenti, toi, en discutant après avec eux sur l'ensemble, c'était un peu le ressenti qu'ils avaient aussi, quoi. Ils étaient vraiment dans leur truc et ils savaient que cette allure-là, ils allaient le tenir et qu'ils allaient un peu plus vite, c'était pas bon, un peu moins vite, ils auraient pu faire l'effort. Enfin, voilà, ils arrivaient à gérer ça. Et je trouve que quand tu arrives à ce point-là, je pense que c'est vraiment que voilà, tu te connais et que tu as atteint vraiment un bon niveau d'entraînement, quoi. Bon, en vrai, c'est super cool pour vous parce que ça veut dire aussi que, enfin, certainement, qu'ils ont dû vraiment kiffer. Ah ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sur le moment, je pense qu'ils kiffaient vraiment les watts parce qu'ils étaient dans le. Enfin voilà, ils géraient vraiment leur truc, quoi. Ils étaient dans le confort de gérer un WOD et pousser au bon moment. Enfin voilà, c'était top. Et du coup, si j'élargis un petit peu ma question, est-ce que, enfin, quels sont les trois moments que tu retiendrais? Si tu devais en garder que trois, ça peut être du résultat ou Mm. juste du plaisir ou une anecdote, enfin voilà, vraiment libre de d'interprétation. Et puis Putain. après, je te poserai la même question dans l'autre sens. La première, quand même, je dirais, je dirais quand moi je suis arrivé, parce que moi je suis parti après eux en fait. Parce que bah, il y avait, en gros, je coachais la fin de semaine à la boxe pour pas fermer la boxe trop tôt. Donc voilà, donc il y a eu, quand moi je suis arrivé, parce qu'en gros, bon, pour la petite histoire, je suis arrivé à l'aéroport, j'avais oublié mon passeport, j'avais oublié tous mes papiers. Donc c'est un peu enfin, c'est un peu mon caractère qui est un peu comme ça. Je pars un peu à l'aventure et j'oublie tout. Donc c'est un peu ça, parce que du coup, Kako était bien stressé apparemment. Pendant tout le voyage, j'ai fait Chicago-Madison sans GPS. Donc c'était un beau périple. Donc ils étaient, enfin surtout Kako était bien stressé. Donc là quand je suis arrivé, j'ai senti qu'elle était stressée. Euh, donc voilà, ça c'est la première chose du périple. Après la deuxième, je pense que par rapport à la compète, c'est vraiment le premier WOD. Je pense qu'il fait une grosse diff parce que dès le premier WOD, en fait, ils font 9e. Et de là, en fait, on est du coup, on est dans dans le dernier hit. Et je pense que ça change tout, en fait. Parce que si on est dans le dernier hit, ça veut dire que le WOD d'après, quand on se bagarre avec Mayhem pour la première place, je pense que si on est dans un hit avant, il se passe pas ça. Donc ça change de quelques places. Et puis après, bah, ça change toute la compète, en fait. Si tu n'es plus dans le dernier hit, ça change tout, je trouve. Donc voilà, le premier WOD qui est vraiment important, où ils font 9e, donc ils sont dans le dernier hit. Et après, après le dernier, c'est vraiment quand ils passent la ligne d'arrivée sur le dernier WOD. Franchement, quand tu te dis, bon, bah là, je pense que, franchement, on n'était même pas sûr. En fait, on se regardait, on se disait, bah, normalement, c'est bon, tu vois, on est sur le podium. Je vois pas ce qui. Ouais, mais toi, jusqu'au moment où ils ont été appelés sur le podium, je pense enfin, on pensait que c'était pas encore ça, c'était pas encore sûr, quoi. Donc voilà, ce moment-là, puis après les voir manger leur pizza et boire une bière au milieu des games avec toutes les stars et tout, bah, je pense que même eux, hein, ils oublieront pas ça, je pense. Ouais, bah tu Donc m'étonnes. C'est voilà, l'image un peu culte, quoi. exactement. Donc voilà un peu les trois moments que je retiendrai. Et donc dans tes trois flops, tes trois grosses loses. Bah, le flop, j'ai envie de te dire, je pense le WOD des snatch, EcoBike snatch. Franchement, c'était le dernier WOD du vendredi. Euh,
je pense que ça a mis une vraie claque à tout le monde. C'était un peu, après, c'était un peu un déclic aussi parce que, tu sais, on était un peu dans l'euphorie parce que, bon, on faisait que entre guillemets, des bonnes perfs. On était quatrième, troisième au général. Tout se passait bien. Enfin, toi, le soir, tout le monde regardait son portable. Il y avait des messages à gogo. Tout le monde s'emballait un peu. Là, ça a bien remis tout le monde sur terre. En gros, on fait, je crois, dernier ou avant-dernier sur le snatch, voilà, alors que bon, on savait qu'on n'allait pas être bon, mais pas à ce point-là. Donc du coup, dans la voiture, sur le retour, c'était un peu la soupe à la grimace. Il n'y avait pas beaucoup de paroles, donc du coup, toi, je leur ai dit, c'est bon, en gros, faites la tête pendant tout le chemin de retour de la voiture, et puis après, on oublie. Donc du coup, toi, on est même allé faire un resto le soir. On est parti manger un bon italien à côté de l'hôtel, et on a pensé à autre chose, on a parlé de plein d'autres choses, et puis c'est reparti pour le lendemain, tu vois. Donc voilà, ça c'était je pense le What Snatch c'était un bon flop, mais au final, qui je pense a remobilisé un peu tout le monde pour la suite. Après les flops, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de flops hein, dans cette semaine, hein. Bon, tant mieux, hein, Ouais, tant mieux. franchement, bon, après le chemin du retour, franchement, l'avion de retour, c'était très long, très très long. J'ai rarement fait un voyage aussi long, on était serré, enfin c'était, je Combien de pense. tests PCR au fait pour du départ de la maison jusqu'au retour à la maison? Eh ben, on en a fait qu'un pour l'aller. Un test PCR pour l'aller. Après, nous, on était tous vaccinés. Donc en gros, on a eu besoin d'un test PCR pour partir. Et après, plus rien. Après, on montrait notre passe sanitaire. Et puis voilà. Puis même aux Games, on a vu, il y avait quand même pas mal d'athlètes qui étaient pas vaccinés. Du coup, qui faisaient des tests, qui devaient faire des tests PCR. Et qui, du coup, qui ont été positifs et qui n'ont pas fait la compète, hein. En Indiv, il y en a Ouais. eu Carrie Pierce. Je crois qu'il y en a eu deux trois, hein, il me semble. Ouais, ouais, il y en a eu pas mal effectivement. Carrie Pierce, Bethany Shadburn, elles Ouais. s'entraînent tout le temps ensemble. Mais il y a aussi, alors j'ai moins suivi, peut-être que tu sauras mieux que moi, mais une athlète, je sais plus son nom évidemment, qui a les cheveux bleus, Ouais, bah en fait, elle a fait la compète un peu toute seule, en fait. Elle était Danielle quelque chose. Ouais, c'est ça. Brandon. Oui, Ouais. En gros, elle était un peu mise à l'écart à chaque fois sur les watts parce qu'en fait, elle était avec les deux filles qui ont été éliminées juste avant. Donc, elle s'est entraînée avec eux toute la semaine avant. Donc, du coup, elle était un peu sujette enfin, cas contact en gros. Et du coup, bah, chaque hit, elle était mis une ligne à côté de tout le monde pour pas qu'il y ait de contact. Enfin, c'était un peu, je pense qu'elle a vécu des games un peu bizarres elle aussi, ouais. mais bon. Ouais, elle a du Ouais. mérite quand même parce Ouais, qu'effectivement, carrément. psychologiquement, ça doit être Ouais, compliqué, c'était quoi. pas évident, ouais, carrément. Ok, bah écoute, il me reste 3 petites questions. On arrive vers la conclusion Ouais. de ce petit entretien. Bah, ma première, elle est hyper bateau, hein. Tu as déjà répondu pas mal de fois également, mais concrètement, si tu devais résumer ça en quelques phrases, pour toi, qu'est-ce qui fait la réussite d'une équipe? Pour, je sais pas, quelqu'un demain qui hésite à lancer une équipe dans sa box ou autre, voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça marche bien? Bah, je pense c'est déjà que quand tu crées une équipe, faut que les quatre aient un objectif, l'objectif soit commun. Faut pas qu'il y en ait un qui dise ouais, ok en équipe, mais peut-être si en indiv, enfin tu vois, qui est un peu des trucs ambigus. Toi là, nous Lucas, il savait qu'il pouvait peut-être y aller en indiv, Kako potentiellement aussi, mais au moment où il a dû faire un choix, bah il savait, enfin voilà, tout était clair depuis le début, donc je pense que c'est important. Après bah, de s'entraîner ensemble, hein, d'avoir une entente vraiment optimale. Donc plus on passe du temps à s'entraîner ensemble, bah, mieux c'est. Et puis le petit bonus, bah, qu'ils s'entendent bien, hein. Je pense que ça fait quand même une belle diff, hein. Si t'es potes, c'est mieux que si tu t'entraînes et puis juste tu t'entraînes et après chacun rentre chez soi, quoi. Ouais, ça va de soi, mais bon, 4 personnes qui s'entendent très bien, au final, c'est pas une science exacte, hein. C'est pas si facile à Ah trouver, non, bah j'imagine. après, ouais, non, après c'est sûr que c'est pas si simple, ouais. Puis il faut avoir le bon tempérament pour l'équipe. Après, Carole, qui était aussi beaucoup avec le rugby, Ouais. entre guillemets, une personne habituée au vestiaire, on va dire, mais c'est pas facile d'être dans une équipe. Non, non, c'est clair. Ouais, non, franchement, je pense que c'est important quand même qu'il y ait une personne un peu extérieure alors que ce soit un coach ou autre, hein. Après, un coach, je pense que c'est le mieux, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où chacun a un peu ses humeurs, enfin voilà, chacun a son caractère. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu au-dessus, entre guillemets, de tout ça et qui, quand ça dépasse un peu, recadre un peu tout, c'est compliqué, je pense. Parce que si c'est un athlète qui le fait, il peut vite avoir
ça peut vite partir, s'embrouiller un peu pour des bêtises, tu vois. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait une personne un peu extérieure qui chapeaute un peu tout ça. Avant-dernière question, pareil, en quelques mots. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience des Games? Donc vraiment de tout le parcours, hein, on peut prendre au sens large, mais qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que coach? Franchement, ça m'a apporté déjà, juste déjà de la visibilité parce que mine de rien, enfin voilà, même toi, même là, on fait cette interview parce que je pense qu'il y a eu les games aussi. Tu vois, je suis pas sûr enfin peut-être qu'on aurait fait un de ces quatre, mais ça amène beaucoup de visibilité sur au final un travail que je pense que je fais le même travail depuis pas mal d'années. Après, dès que tu as des résultats comme ça, bah forcément, tu as une visibilité qui est un peu plus poussé, donc ça te permet d'expliquer ton travail et voilà, donc c'est cool. Donc essayer d'en profiter. Après, ça m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur. J'ai bien crié pendant ces 4 jours. J'ai bien transpiré. Enfin, voilà, donc c'était franchement des émotions de fou. Enfin, voilà, autant en 2019 avec Kako, déjà j'avais eu des sacrées émotions, mais là c'était vraiment encore plus, hein, franchement. Déjà ils étaient 4, donc forcément il y a plus ça, puis ils jouent le podium, donc ça va encore plus loin, quoi. C'était vraiment fou. Et puis après, non, mais après, voilà, je pense que même chacun d'eux m'ont apporté quelque chose. Que quand tu as plusieurs athlètes comme ça, comme je t'ai dit, chacun leur caractère, chacun leurs humeurs, tu t'adaptes, ça te fait progresser forcément. Tu cherches toujours des petits trucs pour que chacun soit bien. Donc ça te fait vraiment progresser en tant que coach. Et après, ça m'a aussi conforté dans mon idée de la programmation. Voilà, tu te poses toujours des questions, hein. Tu te dis toujours, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va être bien? Est-ce que tu te remets en question? Ouais, mais alors là, ils ne sont pas qualifiés pour ci. Est-ce que du coup, je ne suis pas dans l'erreur? Et quand ça se passe bien, tu te dis, bon, ok, ça te valide en gros un peu ce que tu fais. Donc là, tu continues, tu essaies d'amener des petites améliorations, mais tu sais que la base est bonne, quoi. Voilà. Ouais, j'imagine que ouais, c'est rassurant quelque part. Ouais, exactement, ça rassure. Comme quand on est indépendant comme ça, c'est toujours difficile d'avoir comment dire de la reconnaissance ou de l'évaluation de ton propre travail parce que t'as pas de patron, t'as personne au-dessus. Ouais, Donc non, mais c'est sûr, c'est pas évident, ouais, c'est pas évident. quand t'as des événements comme ça, c'est voilà, tu l'as quoi, Ah ouais, ta rassurance. c'est grave, c'est du gratifiant, bien. ouais, carrément. Et une petite dernière pour la route du coup. T'as déjà un petit peu répondu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut compter sur vous du coup pour défendre votre médaille de bronze en 2022 et peut-être même ambitionner quelque chose de un petit peu plus haut encore? Franchement, je t'avoue on est tous partis en vacances après, chacun un peu de son côté. Chacun a pris un peu sa récup tranquillement, donc on n'a pas encore discuté de tout ça. Je pense qu'on va en discuter début septembre, parce que là, toi, personne se rentraîne vraiment, entre guillemets, correctement. Toi, chacun fait un peu des petits trucs à droite à gauche, se fait plaisir. Donc on verra, je pense, début septembre, on va se faire une belle petite réunion où tu vois un Au beau. sommet. Ouais, exactement, un beau petit resto tranquille, se poser, et puis discuter un peu des envies de chacun, parce que je pense que c'est surtout ça le plus important, c'est savoir chacun s'ils ont envie de repartir sur une team, est-ce qu'ils ont des ambitions indies, est-ce qu'il y en a, Max, je sais qu'il a envie de devenir pompier, il a des examens, ça se trouve il va partir à droite à gauche, enfin voilà, franchement, par expérience, je sais qu'une saison est très longue, donc voilà, là, ça sera un premier point en septembre et je pense qu'il y aura un deuxième point à faire en janvier. Tranquillement, on en saura un peu plus sur les Open en mars, comment ça va se passer, quoi. Février-mars. Affaire à suivre donc. Exactement. Bon, bah écoute, super. Bah, merci beaucoup de m'avoir dédié là, cette bonne heure ensemble. Et puis, ben, je vous souhaite du coup une bonne reprise, de bien récupérer, bien déconnecter et de nous revenir plus fort pour faire une belle saison l'année prochaine, pour nous refaire vibrer encore un peu. Merci à toi pour l'invite encore. Et puis, ouais, j'espère à bientôt. Au pire, t'es bienvenu à Jonas en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.